Annie Lacroix-Riz, vous êtes historienne communiste. Vous avez récemment publié un ouvrage qui s'appelle La non-épuration. Est-ce que vous pourriez nous le présenter brièvement? Oui. Écoutez, j'étais quand même très préoccupée depuis une bonne vingtaine d'années par ce qui s'écrivait sur l'épuration, d'autant que je dirais que j'étais d'autant plus attachée au sujet que c'est à partir de ce sujet que j'ai travaillé sur la Deuxième Guerre mondiale. Et j'ai constaté, comme tout le monde, que d'une part, on expliquait que finalement la France avait été épurée, que si elle ne l'avait pas été complètement ou sérieusement, ou autant qu'on avait voulu, c'était à cause de la guerre froide. Et puis, comme je travaille beaucoup sur la Deuxième Guerre mondiale, et puis que j'ai travaillé sur l'entre-deux-guerres, quand les archives se sont ouvertes, parce qu'elles se sont ouvertes encore plus tard que les archives de la Deuxième Guerre mondiale, j'ai pu m'apercevoir, comme tout le monde, ou comme tous ceux qui s'intéressent à l'histoire, qu'on avait, ces 30 dernières années, de fait beaucoup réhabilité Vichy. J'ai pu m'apercevoir, et c'était concomitant et logiquement attaché, que dans le même temps, on avait beaucoup criminalisé la résistance. Ou si on ne la criminalisait pas, on la réduisait à pas grand-chose, à un rôle militaire ridicule. Enfin bref, tout ça faisait en quelque sorte une conjoncture qui demandait de réviser l'histoire de l'épuration et de la réviser parce que, on le voit bien ces dernières années, finalement, dans la dernière période, et ça vient d'ailleurs d'un courant historique qui s'est développé depuis une bonne vingtaine d'années, 25 ans, l'épuration à la télévision, l'épuration à la radio, ça a fini par se limiter aux femmes tondues, c'est-à-dire finalement à des pratiques quasiment criminelles qui auraient consisté à accabler des pauvres femmes qui n'auraient commis de délit que de tomber amoureuses d'Allemands. Bon. Et ça a pris un développement considérable, de même d'ailleurs que l'étude générale de l'épuration s'est développée et qu'on est arrivé à quelque chose qui correspondait à ce qu'on pourrait appeler la droitisation générale de l'université, c'est-à-dire une université qui finalement trouve que Vichy est une assez bonne chose, bien qu'il y ait eu évidemment des dérives, surtout à partir de 1942, sinon à partir de 1944, que la résistance n'a pas compté et que d'ailleurs, dans le travail de libération, on a pu ne se féliciter que du rôle considérable des Américains, tout ça débouchant sur une épuration abominable qui heureusement avait fini par se terminer puisque, somme toute, les épurateurs ou ceux qui voulaient épurer, c'était des gens qui avaient de mauvaises intentions, qui voulaient prendre le pouvoir pour parler clair, le Parti communiste qui avait l'intention de phagocyter tout, de s'opposer à l'état de droit. Enfin bref, comme les archives sont très abondantes, surabondantes en contemporaine, et que j'aime beaucoup les croiser, et puis que j'aime bien les croiser avec des archives étrangères, et notamment d'ailleurs les archives allemandes, qui sont très explicites sur le rôle de la résistance, j'ai fait un bilan, puis alors un bilan évidemment qui amène à une discussion très forte, qui devrait être une discussion de débat ou de polémique, mais de polémique scientifique, et qui malheureusement n'aboutit pas à ce résultat parce que on est arrivé à un moment de réaction en sciences sociales tellement fort que finalement les choses ne peuvent pas être mises sur le devant et que en s'attaquant à l'épuration ou à la non-épuration, on s'attaque à tellement de tabous qu'il y a beaucoup de gens que ça fâche.
Voilà, et il y a des gens que ça fâche beaucoup, ça c'est clair. Vous venez donc d'évoquer la droitisation de l'université française et l'avancée extrêmement préoccupante de la réaction sur les dernières décennies. On a eu l'occasion de voir qu'en septembre dernier, le Parlement européen avait voté cette fameuse résolution qui amalgame officiellement l'URSS et l'Allemagne nazie. Est-ce que cela vous surprend de la part du Parlement européen et que vous inspire la propagande anticommuniste de l'Union européenne sur les dernières décennies? Écoutez, moi je me considère comme une historienne scientifique au sens plein du terme. Mes collègues, ou bonne partie de mes collègues, sans oublier la fiche Wikipédia, ne me qualifient que d'historienne communiste, ce qui évidemment ne m'a jamais gêné parce que je n'ai jamais mis mon drapeau politique dans ma poche. Mais je répète, historienne scientifique, c'est-à-dire que j'ai toujours travaillé avec des sources. Or, depuis 30 ans, cette droitisation générale de la société, elle a eu des répercussions évidemment dans les sciences sociales. Elle a même eu tellement de répercussions que des choses se sont transformées tout de même dans le travail historique. Que moi, quand j'étais étudiant, il n'était pas envisageable de faire une thèse, à l'époque c'était la thèse d'État, sans passer par les archives directes, c'est-à-dire l'archive stricto sensu. Dans les questions que j'abordais, ça passait évidemment par, je dirais, un accès aux archives des élites. Enfin, moi j'ai d'abord travaillé sur le mouvement ouvrier, mais le mouvement ouvrier et le camp d'en face. Donc pour le camp d'en face, il fallait passer par les archives d'État. Et ces archives d'État, j'ai eu la veine de vivre à une période où, alors qu'elles étaient très fermées en France, elles se sont ouvertes. Mais malheureusement, elles se sont ouvertes à une époque où il n'était plus très convenable de les consulter. Parce que les élites qui avaient bien sûr toujours contrôlé les sciences sociales se sont mises à les contrôler plus encore, que l'évolution européenne, que l'évolution de l'Union européenne et ses prescriptions sur l'enseignement et la recherche ont eu de graves conséquences. Concrètement, ça se traduit par le fait que l'histoire de l'Union européenne et de chacun des pays, d'ailleurs dans le cadre de l'Union européenne, elle se fait maintenant beaucoup plus sous l'égide de sciences politiques et d'institutions de ce genre que sous l'égide des structures d'histoire à proprement parler, et que dans ce cadre, le patronat, l'État ont pris un rôle visible de contrôle sur l'histoire bien plus grand, qu'on a institué toute une série de commissions patronales. Alors, faire l'histoire de la Banque de France sous l'égide de la Banque de France, de Paribas sous l'égide de Paribas, je ne vais pas faire défiler le bottin. Moi, ça me semble tout à fait contradictoire avec la règle qui est de travailler sur des archives de manière indépendante. Avec l'histoire de l'Europe, je dirais que c'est devenu infernal, c'est-à-dire que les colloques se font sous l'égide de l'Union européenne, sont financés par l'Union européenne, les publications sont financées par l'Union européenne, et il se trouve que moi, j'ai passé 20 ans de ma vie au Quai d'Orsay, et j'ai découvert au Quai d'Orsay, et dans les archives étrangères, notamment les archives américaines, que l'histoire de l'Europe ne ressemblait pas du tout à ce qu'on nous en racontait. Or, comme cette histoire est devenue un tabou absolu, dont on a eu d'ailleurs une idée dans les interventions des éminents historiens européens, comme le disait Le Monde en mai 2019, on a eu une idée dans la propagande électorale des dernières élections européennes. Il est nécessaire maintenant, pour être un historien reconnu, d'être en quelque sorte européiste, d'expliquer que l'Europe était un beau projet, etc. Je suis désolé, mais mes 20 ans d'archives au Quai d'Orsay m'ont démontré le contraire. Et ça ne se fait pas. Et comme ça ne se fait pas, eh bien, n'importe quel historien qui montre ce qu'est l'histoire de l'Union européenne, qui montre que c'est un projet
patronal, grand patronal, qu'il ne date pas de 1945 et de la volonté de souder les marches, comme on dit, c'est-à-dire les zones frontières pour éviter la guerre, mais que c'est le produit de serviteurs du grand capital, et notamment à l'origine du grand capital sidérurgique. Quand on montre que cette Union européenne, elle n'est pas née en 1945, mais qu'elle est née après la Première Guerre mondiale, qu'elle a survécu à la crise, qu'elle s'est très très bien portée finalement à l'époque hitlérienne, époque qui est exclue des études officielles. On a en 2007-2009 mitonné une question d'agrégation sur construire l'Europe dont les années 1933-1945 étaient exclues, ce qui est quand même un comble. Et bien donc, on se trouve avec un cadre, et on sait que cette histoire de l'Europe, elle est essentielle, je dirais, même dans la discipline historique, puisqu'on en est maintenant à une étape, non seulement de manuels européens, mais depuis les années 90-2000, la fameuse ligne de Lisbonne, on en est à un enseignement européen avec des manuels européens, et chacun sait qu'une histoire lénifiante de l'Europe correspond tellement peu à la réalité historique qu'il y a vraiment un conflit insurmontable, et que ce conflit insurmontable, il se voit par exemple pour ceux qui ont lu la propagande électorale dont je parlais tout à l'heure, il se voit dans les tribunes du Monde de mai 2019, où on a vu des historiens français reconnus, dont certains, je dirais, au cœur de l'alma mater, puisqu'il y avait un professeur émérite de l'université Paris 1 qui nous expliquait que Walter Hallstein, ma foi, il était tout à fait logique qu'il eût été nommé président du Conseil européen, parce que c'était un brave homme qui avait juste, à l'époque nazie, voulu conserver son poste. Mais c'était quand même un nazi de choc, officier de propagande national-socialiste, professeur de droit qui avait demandé à reprendre du service, et que les troupes françaises avaient arrêté à Cherbourg en août 1944. Qu'on en arrive dans un pays comme la France, où les historiens sont chargés d'assurer l'enseignement civique des enfants, et des jeunes et des adolescents, qu'on en arrive à une situation où les prescriptions politiques, les intérêts économiques du grand capital européen priment tellement lourdement sur les possibilités de faire de l'histoire et de diffuser de l'histoire, c'est une des démonstrations de la droitisation de l'histoire dont je parlais, et il faut bien le dire d'ailleurs, de la destruction de l'histoire. Un de mes petits-enfants, hier, un de 10 ans, m'apportait de l'enseignement, enfin une leçon d'histoire, qui est une sorte de modèle, c'est-à-dire un texte. Moi, je n'ai pas souvenir de ce que je faisais quand j'avais 10 ans, mais j'ai souvenir de mon enseignement du secondaire et de mon enseignement comme enseignant du secondaire. La colonisation présentée avec 4 photos et 4 petites bouts de texte comme ça, c'est un résultat de ce dont probablement tous les grands-parents, sinon les parents, se lamentent, c'est-à-dire d'une destruction complète du cadre d'accès à l'histoire, c'est-à-dire d'une destruction complète des capacités intellectuelle de comprendre le présent. Car on ne peut pas comprendre le présent si on ne connaît pas son histoire. Détruire l'histoire, c'est le meilleur moyen de rendre la population non seulement crétine digitale, comme dit un ouvrage qui a fait beaucoup de bruit ces derniers temps, mais enfin de la condamner au crétinisme et surtout à l'incapacité de comprendre et d'agir correctement dans ses intérêts.